Bonjour à toutes et à tous, je suis Sylvain Grisot, je suis urbaniste et fondateur d'Ixit.net et je reçois aujourd'hui Rémi Babu. Bonjour Rémi. Bonjour, bonjour à Alors Rémi, tous tu et à es toutes. ingénieur, urbaniste spécialisé en climat, énergie, environnement, bâtiment, beaucoup de choses, hein. Tu es aussi chef de projet au Shift Project et tu as notamment participé très largement à l'élaboration d'un rapport qui s'appelle Habiter une société bas carbone, donc ce rapport du Shift qui est sorti en octobre 2021 et qui est dédié au logement. C'est une brique importante dans un plan plus global de décarbonation de notre économie, tu vas nous expliquer ça, qui porte sur la construction neuve, évidemment, mais aussi et surtout sur l'existant, hein. Comme je le répète souvent, 80% de la ville de 2050 est déjà autour de nous. La solution à tous nos problèmes ne réside donc pas uniquement dans le neuf. C'est un exercice prospectif, une projection dans le temps pour tracer la trajectoire de cette transition qui doit à la fois commencer vite mais dont on sait qu'elle prendra du temps. Alors tu vas nous expliquer tout ça avant ensuite qu'on prenne le temps d'en discuter. À toi. Avec plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Déjà, ça me fait plaisir de venir aussi un petit peu dans ces cercles urbanistes et puis de sortir des cercles immobiliers et ingénieurs dans lesquels j'ai fait beaucoup de présentations. Effectivement, ouais, je vais vous présenter donc, les principales conclusions de ce rapport qui a été écrit avec le Shift Project. Je propose de procéder en 4 temps, donc effectivement de vous recadrer un petit peu la méthode du projet global dont Sylvain parlait et qui a cet acronyme barbare de PTEF, mais je vais expliquer ça un petit peu plus en détail après. Voilà, de présenter quelques grands constats qui sont à l'origine de la trajectoire qu'on propose après, cette trajectoire, et puis aussi son impact sur les sujets d'emploi qui sont une des choses importantes qu'on regarde avec ce plan de transformation. Euh, alors, donc, très rapidement, pour présenter l'origine du projet, donc, il a été établi avec le Shift Project, donc, qui est un think tank qui réfléchit à la décarbonation de l'économie d'une manière générale, qui existe depuis une dizaine d'années et dont le président et un des fondateurs est Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez peut-être puisque c'est devenu une figure assez médiatique. Et voilà, qui depuis donc, cette époque procède secteur par secteur avec des groupes de travail, avec voilà, les milieux professionnels et les milieux économiques, pour donc, sortir des analyses chiffrées sur des trajectoires de décarbonation secteur par secteur, et puis qui ensuite sont portés aussi par le think tank auprès des décideurs économiques et politiques, assistés par en fait un tas une armée disons, de bénévoles qui sont regroupés au sein d'une association qu'on appelle les shifters et auquel voilà, tout le monde peut participer et qui mène aussi en parallèle ses propres projets qui sont aussi très intéressants. Et donc, ce think tank, il était en fait mobilisé, il s'est mobilisé au moment du premier confinement, donc en avril 2020, en voyant arriver l'imminence des plans de relance assez massifs en soutien à l'économie. Et avec l'idée derrière que ces plans de soutien massifs, ils allaient restructurer en partie, ou en tout cas, ils pouvaient participer à restructurer l'économie pour les décennies à venir, et sachant que voilà, les décennies à venir nous amènent assez rapidement à 2050, qui est un peu le seuil fatidique qu'on s'est donné pour être neutre en carbone. Et donc, avec cette idée-là, on s'est dit, voilà, il faudrait qu'on sache donner un point de vue sur la façon dont sont orientées ces aides, ces subventions dans le cadre du plan de relance, pour qu'elles participent à restructurer l'économie dans une direction qui va vers le bas carbone. Alors, évidemment, il aurait mieux valu avoir un plan qui était prêt en avance, mais disons qu'on le prépare pour être prêt pour les prochains éventuels plans de relance et être un petit peu meilleur sur l'éco-conditionnalité, par exemple, des subventions, ou aussi tout simplement savoir quel secteur il faudrait relancer peut-être un peu plus fortement, peut-être quels autres il n'y a pas forcément intérêt à aider et dans lequel il faut plutôt aider les gens à transitionner en termes d'emploi, par exemple, parce que tout simplement, il y a des secteurs dont l'activité, en tout cas en volume, ne sera pas compatible avec la neutralité carbone à horizon 2050.
Voilà. Et donc, on a découpé l'économie comme ça en une quinzaine de secteurs qui ont vocation à la représenter de manière à peu près exhaustive. Il y a des secteurs qui sont plutôt des secteurs amont dans lesquels on va retrouver du hard, hein, des infrastructures. Donc, ça va être des secteurs de mobilité, d'industrie, de bâtiments, typiquement dans lequel il y a le secteur logement. Puis, il y a des secteurs plutôt aval où on va retrouver des services, typiquement la santé ou la culture ou même la défense, les institutions qui s'appuient sur ces secteurs amont, sur ces infrastructures, mais par contre qui ont leur logique sectorielle dans la décarbonation et donc qui nous paraissait intéressant de traiter séparément. Ce qui est intéressant par rapport à… Donc, on traite chacun de ces secteurs hein, avec leur logique propre, en consultant aussi leurs acteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi une approche transversale. Déjà, entre les secteurs, il est nécessaire de se parler pour aboutir à un projet global, parce qu'il y a des interactions entre ces secteurs. Alors nous, on les traite de manière très terre-à-terre, notamment avec des interactions quantitatives en termes de consommation de matière, d'énergie, mais aussi des interactions qualitatives. Et puis, l'important, c'est qu'à la fin, on se rende compte de est-ce que ça boucle, tout ça, est-ce que ça boucle en termes de système. Si on regarde l'agrégation des besoins de l'ensemble de ces secteurs, est-ce qu'on a quelque chose qui est cohérent à la fin dans le plan global. Du coup, ça, en termes de méthodologie, ça implique quelques spécificités dans l'approche, notamment sur notre approche de l'économie. On ne va pas forcément la regarder de la manière habituelle dont le font les économistes. On va la regarder avec une approche un peu ingénieure. On va essayer de regarder l'économie concrète et entre ce qui rentre dans cette boîte noire qu'on appelle l'économie et ce qui sort, on va compter en fait ce qui rentre de manière très concrète, non pas avec des euros, mais avec des tonnes de matières premières, des quantités d'énergie, des kilomètres d'infrastructures ou des surfaces agricoles, par exemple, et compter ce qui en sort en termes de nombre de biens ou de services, ce qui en sort en termes d'externalités négatives. On va le compter aussi en tonnes de gaz à effet de serre en premier lieu, mais aussi en tonnes de déchets, etc., etc. Et sur l'économie, là, on va la quantifier. On va la quantifier en premier lieu en termes de temps de travail et de nombre d'emplois derrière qui sont nécessaires, de main-d'œuvre. Et on se souciera des euros dans un second temps si on en a le temps et les ressources humaines. Tout ça, on le fait avec toujours un prisme qui est celui de la double contrainte carbone, comme on l'appelle au Shift, qui est donc la nécessité de sortir des énergies fossiles, à la fois pour les raisons que vous connaissez sur le plan climatique, puisque les énergies fossiles sont la première source d'émissions de gaz à effet de serre et qu'il faut les réduire à zéro. Et d'autre part, du fait de notre dépendance en fait, dans l'intégralité du système économique aux énergies fossiles, dont on anticipe des difficultés d'approvisionnement à horizon de la prochaine décennie. Et là, je vous renvoie à d'autres travaux du Shift qui ont été réalisés sur le pétrole et qui sont à venir sur le gaz. Voilà, donc de manière très concrète, ensuite, on fait nos trajectoires sur chacun des secteurs et en les faisant, on discute entre secteurs pour comprendre quelles vont être les interactions entre eux qui pourraient venir contraindre les trajectoires des uns des autres. Donc typiquement, sur le sujet du logement, on va aller parler, puisque c'est un gros consommateur d'énergie, donc il va être nécessaire d'aller parler avec les gens qui sont responsables du mix énergétique, du système énergétique en général, et notamment du système électrique. Il va être nécessaire de discuter avec les gens qui se chargent de l'industrie, et typiquement de l'industrie du ciment et du béton, ou d'autres matériaux de construction, avec les gens qui s'occupent du secteur du bois et de la forêt sur tout ce qui est matériaux biosourcés, par exemple. Donc voilà, on a un tas d'interactions comme ça que j'ai essayé d'illustrer ici, de manière non exhaustive, mais voilà un petit peu comment on essaye de raisonner.
Est-ce que ça va en termes de méthode, Sylvain? Je continue sur les grands constats. Mais c'est très bien, comme ça on a pu contextualiser les choses. Alors moi ce que je comprends quand même de façon sous-jacente, hein, c'est que sous le label transformation de l'économie française, c'est pas qu'une transformation de l'économie, c'est une transformation de la société, hein, dans sa globalité. Quand on parle de ces deux enjeux carbone autour de la dépendance pétrolière et de ces émissions de GES, on va le voir. Et donc là on attaque sur l'illustration par le logement. Les changements sont manifestement structurants. Ouais, et c'est exact. Là, c'est vrai que j'en parle avec une approche un petit peu technique. Et puis, c'est parce que c'est aussi souvent ça qui parle aux décideurs. Mais dans l'intégralité des plans, hein, qu'on sort, enfin, des plans sectoriels qu'on sort, il y a toujours des mesures de sobriété. Il y a toujours des mesures qui touchent aussi les individus de manière assez directe ou qui relèvent de leur responsabilité. Alors, sur les grands constats, je passe assez vite, mais globalement, pourquoi on s'intéresse dès cette première vague de plans sectoriels à celui du logement? Parce que en fait, c'est un gros morceau, hein, de nos émissions. Euh, Selon la façon dont on chiffre, c'est à peu près 12% des émissions nationales. Si on regarde si on ramène ça à l'échelle de chacun de nous, c'est le deuxième ou le troisième poste, selon les chiffres qu'on prend avec l'alimentation, qui consomme le plus, qui émet le plus de gaz à effet de serre. Globalement, on va le voir après, c'est des émissions, en plus d'être importantes, qui ne baissent pas assez vite. Euh, Quelques caractéristiques importantes à avoir en tête sur le parc français, c'est que donc le parc de logements français auquel on s'intéresse, il en compte 36 millions aujourd'hui, des logements, dont une trentaine de millions qui sont des résidences principales. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 20% du parc qui se répartit à peu près moitié-moitié entre des résidences secondaires et des logements vacants. On en reparlera après. Le parc, il se répartit à peu près alors, à 45% en logement collectif et 55% en logement individuel. Et puis, alors ça, c'est pour le nombre de logements. Après, pour les surfaces, vous voyez le petit diagramme en bas à droite, c'est un petit peu plus déséquilibré puisque, évidemment, les maisons individuelles ont tendance à être un peu plus grandes. Euh, Autre chose importante, c'est que ce parc, il continue de grandir. On voit que la courbe ici, elle est légèrement croissante. On a toujours plus de résidences principales. Et ce qu'on voit aussi moins sur ce graphique, parce que c'est plus petit, c'est que le parc des résidences inoccupées, donc où je mets vacants et secondaires, il a aussi tendance à croître ces dernières années. Euh, Autre caractéristique importante qui là caractérise pas mal une approche spécifique au sujet du logement par rapport à d'autres secteurs quand on regarde la décarbonation, c'est que on a un gisement énorme, hein, puisqu'on a une grosse consommation d'énergie et une grosse part des émissions de gaz à effet de serre, mais qui est très difficile à exploiter dans le sens où il y a énormément de biens différents sur lesquels il faut agir. Donc, je l'ai dit, 36 millions de logements ou à minima 30 millions de résidences principales et du coup, autant de décisions à emporter. Donc, chez les propriétaires de maisons individuelles, c'est assez évident, hein. Un foyer doit décider de faire un geste de rénovation. Dans les logements collectifs, c'est encore plus compliqué dans le cas des copropriétés, puisqu'il faut mettre d'accord en simultané des propriétaires, sauf dans le logement social. Et là, on a la chance d'en avoir plutôt beaucoup, puisqu'on a un acteur qui a la main sur son parc de logement et qui a la capacité, du coup, de mener des décisions et des actions coordonnées. Ça se complique encore quand on pense que en fait, ce parc de logement, comme le disait Sylvain depuis tout à l'heure, il est déjà là et il est là pour durer, il est là pour un certain temps. Donc, il ne se renouvelle pas comme certains produits comme des smartphones ou des voitures sur lesquels on va pouvoir mettre des contraintes sur les industriels et, disons, piloter par l'offre la décarbonation du secteur. Là, il faut vraiment réussir à susciter de la demande en rénovation, en diminution des émissions pour réussir à décarboner un parc de logements qui est déjà là et qui sera encore là en 2050. Voilà, et donc du coup, ce qui est compliqué aussi, c'est que pour un tas d'acteurs de ce parc-là, donc tous en fait à l'exception des bailleurs sociaux, on a des gestionnaires des actifs qui n'ont pas de vision à long terme et qui n'ont pas de capacité d'investissement, donc auxquels on ne peut pas demander typiquement de plans de décarbonation en fonction d'un marché du carbone, etc., comme ça peut se faire dans l'industrie. Donc voilà, c'est très très compliqué à piloter.
Un autre constat rapidement, c'est que en fait, le secteur, comme je disais tout à l'heure, comme beaucoup d'autres, il est très dépendant des énergies fossiles. On ne le voit pas forcément, mais en fait, plus de la moitié de nos logements sont encore chauffés aux énergies fossiles, donc gaz naturel et fuel, principalement en France, très peu de charbon. Alors que dans des pays où ils ont réussi à décarboner vraiment le secteur, en fait, il n'y a que la Suède qui a une décarbonation quasiment totale, et ils se sont en fait complètement passés de ces énergies fossiles. Donc ça veut dire que les solutions existent et sont déjà opérationnelles aujourd'hui, y compris dans des pays assez froids. Dernier constat un peu statique, c'est que c'est un sujet qui socialement est très sensible. Je l'illustre par deux choses. La première, c'est la précarité énergétique, qui est un phénomène qui est en fait massif. On ne s'en rend pas forcément compte, mais ça touche, selon la façon dont on compte, entre 10 et 20% des Français. Donc, en tout cas, c'est des chiffres absolument pas négligeables qui se comptent en millions d'individus, avec des impacts sur la santé, sur la capacité à bien apprendre à l'école pour les enfants, des choses comme ça. Et puis, autre chose, c'est que le logement, c'est une part très importante du budget des ménages, et en particulier de leur budget contraint, ce qu'on appelle la consommation préengagée, c'est-à-dire celle qu'ils ne peuvent pas renégocier du jour au lendemain, et donc sur laquelle ils ont une très faible élasticité, une très faible capacité d'adaptation à court terme. Puisque évidemment, un logement, le rénover, ça prend plusieurs années, changer un système de chauffage, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et changer de logement non plus. Voilà, donc on retrouve un peu nos caractéristiques de parc très statique. Si on regarde un peu la chose en dynamique, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les émissions du secteur, donc, elles ne baissent pas assez vite. Là, si on regarde entre 90 et 2015, on a eu une baisse de 5% des émissions, malgré des actions qui allaient dans ce sens-là, on en parlera après. Alors que c'est plutôt l'ordre de grandeur de ce qu'il nous faudrait faire chaque année. En fait, c'est même plus 8% dans le secteur du bâtiment qu'il faudrait faire chaque année. Donc, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Ça, c'est dû à des tendances contradictoires. Donc, comme je le disais, on fait des efforts sur la décarbonation de l'énergie qu'on utilise, notamment l'électricité, dont le contenu carbone a pas mal baissé ces dernières années. La consommation de chaque mètre carré chauffé baisse parce que on rénove un petit peu les enveloppes, on a des logements neufs qui sont beaucoup plus performants que les anciens. Donc, tout ça, ça s'améliore. Mais à côté de ça, il y a une population qui continue d'augmenter, et puis des surfaces attribuées à chaque individu qui continuent d'augmenter du fait du niveau de confort qui augmente, et puis du fait du phénomène de décohabitation. Je ne m'attarde pas là-dessus, je pense que vous connaissez. Alors, ça ne va pas assez vite, mais quand même, on fait des choses, on s'arme progressivement. Il y a, depuis le mois de juillet, le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, donc cette petite étiquette arc-en-ciel que vous voyez sur les annonces immobilières, qui est devenue opposable, donc qui peut être la base de politiques publiques et de décisions de justice. Il y a depuis le 1er janvier la réglementation environnementale 2020 du bâtiment qui est entrée en vigueur sur le neuf et qui est plutôt alignée avec la stratégie nationale bas carbone. Et ça, c'est une grosse innovation. Elle oblige les bâtiments neufs à compter et à limiter leurs émissions de carbone au moment de leur construction et pendant leur exploitation, pendant leur durée de vie. Il y a d'autres bonnes nouvelles, c'est que le chauffage bas carbone est en train de dépasser le chauffage fossile en termes de vente. Ça, c'est les courbes de vente des pompes à chaleur, donc qui ont dépassé les chaudières individuelles dans le logement libre. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose et ça va s'accélérer avec l'entrée en vigueur de la réglementation environnementale 2020 à la place de la 2012. Il y a les réseaux de chaleur qui se décarbonent très vite depuis qu'on a commencé à s'intéresser au sujet il y a une bonne dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, on a des émissions qui baissent très vite. Par contre, il y a un problème au niveau notamment urbanistique et d'organisation, c'est qu'on n'arrive pas à raccorder suffisamment de logements à ces réseaux de chaleur. Voilà, et ça, c'est quelque chose sur lequel il y a un gros warning parce que ces réseaux de chaleur sont très utiles pour mobiliser des énergies renouvelables et décarbonées de manière mutualisée. Ils permettent d'accéder à des sources d'énergie qu'on ne peut pas forcément aller chercher par ailleurs. Mais c'est vraiment long de faire sortir les projets, puisqu'il y a toute une organisation urbaine à avoir derrière. Et là, pour le coup, on n'est pas du tout au bon rythme. Et un dernier constat, c'est celui pour dire qu'il y a aussi des impacts qui vont au-delà du sujet de l'énergie et du carbone qu'on regarde en premier lieu.
c'est celui notamment de l'artificialisation des sols que vous connaissez bien chez Dixit. Donc, je me permets juste de rappeler que l'habitat, c'est le premier déterminant de l'artificialisation des sols. À peu près 2/3 lui est attribué. Et puis, en fait, sur tout ça, en fait, c'est surtout la maison individuelle qui compte pour quasiment la moitié de la cause de l'artificialisation des sols. Et dernier rappel, mais je pense que voilà, le public aujourd'hui en est conscient, c'est que tous les sujets dont on parle là sont très territorialisés avec des disparités importantes. On le voit typiquement sur les cartes, on est quasiment négatif l'une de l'autre de la vacance et donc de l'attractivité des territoires d'un côté et de l'artificialisation et donc des endroits où on construit de l'autre. Voilà, on retrouverait un petit peu cette tendance-là, on la retrouve dans pas mal d'indicateurs. Est-ce que ça va, Sylvain, j'enchaîne? Tout va bien jusqu'ici, on te suit. Ok, super. Alors, je passe rapidement sur nos quatre axes de travail autour desquels il nous semble nécessaire de faire quelque chose pour qu'on ait un peu le temps de la discussion et puis on pourra les approfondir. Le premier qu'on a mis là, plutôt en termes de méthode, mais pas forcément en termes d'importance dans les effets, c'est celui de faire preuve de sobriété dans la construction neuve et de répondre aux besoins de la demande de logement, mais faire attention à ne pas non plus faire plus. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, si on regarde la courbe du nombre de ménages qui se créent chaque année, ici en filaire, et les deux aires là, qui nous disent combien sont construits de logements chaque année, c'est qu'il y a un gros différentiel en fait, entre les deux, qui est matérialisé par cette petite flèche. Aujourd'hui, il y a à peu près 250 000 nouveaux ménages chaque année en France et 400 000 logements construits. Ce différentiel, il est évidemment pas dû au fait qu'on construit des logements qui restent vides, mais au fait qu'il y a une différence entre les zones attractives, là où les gens vont être notamment pour des questions d'emploi ou de mode de vie, c'est plutôt les métropoles aujourd'hui, et les endroits où il existe déjà des logements, à savoir notamment toute notre fameuse diagonale du vide qu'on voyait tout à l'heure, même si ce n'est pas très sympa de l'appeler comme ça. Et donc, voilà, il y a un hiatus entre les deux, et donc il y a besoin de créer plus de logements aussi pour répondre non seulement à la démographie, qui reste le premier déterminant du besoin en logement, mais aussi à des mouvements de population. Peut-être 15 secondes sur ce point-là, Ouais. parce qu'il me semble vraiment important. Aujourd'hui, le vecteur ou l'argument du maintien d'une forte production de logements neufs, c'est des arguments démographiques et notamment l'augmentation du nombre de ménages. Donc là, ce que vous pointez en ramenant les chiffres finalement parallèlement, c'est que cette fameuse décohabitation qui augmente le nombre de ménages, enfin l'augmentation du nombre de ménages est liée à la décohabitation, donc à la fois d'un côté du divorce, mais aussi de plus en plus de personnes qui vivent seules, et notamment qui vieillissent seules. Donc, et là-dessus, pour autant, il y a une prospective plutôt à la baisse dans les prochaines années ou décennies, parce qu'on est bien sur des dynamiques démographiques. Mais on est déjà à 1,5 fois le besoin pour ces questions géographiques, mais aussi pour des questions quelque part d'obsolescence d'un certain nombre de logements, puisqu'on a une augmentation parallèlement du nombre de logements vacants, souvent pas au même endroit, mais aussi de vacances plus structurelles, de la vacance spéculative dans certains territoires, ou aussi de la sortie du marché du logement d'un certain nombre de biens, notamment via des locations type Airbnb. Donc on a plusieurs phénomènes croisés, mais aujourd'hui la production de logements, et votre schéma le montre extrêmement bien, dépasse très largement l'augmentation des besoins de logement. Ouais, et on pourra en parler, mais c'est vrai qu'il y a le côté obsolescence des logements. Il y a probablement aussi dans les zones où on a le plus, en fait, dans notre ruralité, où on a le plus de vacances. À la fois, évidemment, il y a probablement une attractivité moindre que dans les villes pour des raisons notamment économiques, mais effectivement, il y a ce sujet d'obsolescence des logements qui pourrait, pour lequel voilà, le fait d'avoir une grande vague de rénovation pourrait déjà être une réponse partielle qui permettrait d'adapter aussi, de moderniser des logements. Et puis, je pense qu'il y a aussi dans un certain nombre de communes qui n'ont pas forcément la masse critique pour avoir un parc très diversifié, des erreurs d'urbanisme depuis la période après-guerre, avec la fameuse logique du lotissement où on construit d'un coup, on a les primo-accédants qui arrivent, qui vieillissent tous en même temps, et puis à chaque fois qu'on veut reattirer de la population sur la commune, on reconstruit du lotissement.
et on réenclenche les mêmes dynamiques sans diversification du parc et sans possibilité d'avoir des parcours résidentiels cohérents au sein d'un bassin de vie, hein, qui reste en général le principal secteur d'évolution pour les ménages, et qui font que, voilà, à un moment aussi, ce parc-là, il n'a pas forcément de sens et qu'il faut toujours construire plus, y compris des fois pour fournir à d'éventuels nouveaux ménages un logement adapté à une famille avec enfants, donc typiquement la maison pavillonnaire, alors qu'on a des ménages pour qui ce n'est plus forcément adapté, qui sont de la génération précédente, qui y restent parce qu'il n'y a pas forcément l'offre adaptée du T3 en centre-ville, voilà, qui permettrait de vieillir une fois que les enfants sont partis de manière plus confortable. Voilà, Bonne après, illustration du fait que derrière le logement, c'est les logements et surtout les gens qui les habitent, et ouais. donc une grande diversité, complexité. Mais continue sur vos pistes d'action. Ouais. Alors, je finis sur ce Oui. sujet de nombre de logements neufs. Donc, déjà, on voit que la démographie devrait être moins vive, hein. Il y a toujours des nouveaux ménages qui se créent en 2050, mais il y en a à peu près 2 fois moins. Donc, ça veut dire que le nombre de logements neufs dont on aura besoin diminue. D'ailleurs, c'était quelque chose qui est aussi identifié par les modélisateurs de la stratégie nationale bas carbone, dont je mettais les hypothèses ici. On estime même, en fait, dans le cadre du plan de transformation, que cette dynamique-là, elle pourrait encore être accentuée. Parce que notamment, je vous renvoie aux autres travaux, hein, du chiffre, notamment sur l'emploi, mais typiquement dans l'agriculture, a priori, il y aurait besoin de plus de bras dans une agriculture décarbonée, dans un certain nombre de secteurs industriels aussi, et donc on peut imaginer qu'il y a une reterritorialisation partielle de l'emploi et qui va même peut-être un peu contre la métropolisation. Donc ça, bien sûr, c'est prospectif. Il faudrait le tester de manière quantifiée, de manière un peu plus robuste. Mais c'est pour ça qu'on a aussi gardé des scénarios sur lesquels on avait travaillé, dont un scénario bas qui, en termes de construction neuve, qui serait lié à ça. Aujourd'hui, voilà, on n'en voit pas vraiment pointer le début de cette démétropolisation, mais on estime que c'est pas forcément, c'est quelque chose qui est envisageable, en tout cas dans le cadre d'une décarbonation un peu sérieuse de l'économie. Deuxième axe, je vais assez vite parce qu'on commence à en avoir parlé pas mal, celui de massifier la rénovation énergétique. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, bon, on fait beaucoup de gestes de rénovation parce qu'il y a des aides. Cependant, on les fait de manière pas forcément cohérente, c'est-à-dire qu'on va faire des gestes de manière séparée, typiquement isoler partiellement les combles ou remplacer la chaudière ou changer les fenêtres, qui a été un grand classique pendant longtemps, mais sans vision d'ensemble sur les logements. Ce qui est nécessaire, c'est un petit peu d'adresser l'ensemble de ces postes de travaux en ayant une vision globale du logement qui permette de vraiment arriver à des économies d'énergie conséquentes à la fin. Et donc ça nécessite de faire l'ensemble des postes de travaux en un nombre d'étapes limité, si possible en une étape, mais ça coûte cher, et en maximum 2, voire 3 étapes pour éviter en fait trop d'incohérences, trop de difficultés à avoir une enveloppe continue et à travers laquelle il n'y a pas de pont thermique, il n'y a pas d'inétanchéité à l'air, etc. Donc ça veut dire qu'il faut changer la façon dont on fait et on organise la rénovation, en changeant le système d'aide, en changeant l'offre de la filière, etc. Et il faut le faire avec une grosse inflexion, hein, on le voit ici sur la courbe à la fois du nombre de rénovations globales annuelles et sur la qualité des logements en termes d'étiquette énergie qui s'améliore. Il faut donner une grosse inflexion à ça. Et si on veut encore atteindre des objectifs d'un parc qui soit basse consommation à horizon 2050, il faut se mettre très très vite en ordre de bataille pour le faire d'ici la fin du prochain quinquennat. Au-delà de ça, les chiffres deviendront tout simplement trop énormes pour réussir à mettre en place une filière qui réponde à ces objectifs. Donc, il faut rénover et en même temps, je disais qu'on rénove l'enveloppe. Il faut passer à des modes de chauffage qui sont à la fois cohérents avec ces performances d'enveloppe, donc souvent moins consommateurs, moins puissants, et qui soient surtout décarbonés en termes d'approvisionnement énergétique. Il y a 2 logiques un petit peu différentes entre le logement individuel et le logement collectif. Dans le logement individuel, on a une trajectoire qui repose beaucoup sur les pompes à chaleur. Ça, c'est une technologie qui est mature et qui prend son envol, hein, aujourd'hui, je le disais en introduction, qui marche par contre beaucoup mieux dans des logements isolés. Donc, il faut réussir à le faire en parallèle de l'isolation des logements. Et ça permet de se passer, a priori, dans quasiment la totalité des cas, des énergies fossiles à horizon 2035 pour le fuel et 2050 pour le gaz.
en ayant aussi quelques solutions de repli comme la biomasse, donc un poêle ou une chaudière bois, ou bien le chauffage électrique de manière assez limitée pour les cas où on ne peut pas répondre avec une pompe à chaleur. Dans le collectif, on a malheureusement une difficulté à se passer du gaz naturel, du gaz dans un certain nombre de cas, puisqu'il y a des logements où, voilà, en termes de typologie, c'est trop compliqué d'un point de vue technico-économique. Et donc, on va en conserver un certain nombre, mais le minimum, et en consommant le minimum d'énergie pour qu'on puisse l'approvisionner avec du gaz renouvelable, dont nos capacités de production ne sont pas infinies. Là, il y a une logique, par contre, qui est très différente, c'est celle du chauffage urbain, où je le disais, là aussi, on voit qu'il y a une inflexion qui est importante dans la courbe des raccordements dont on a besoin. Et ça, on n'y est pas tout à fait aujourd'hui. Donc, voilà, gros warning sur ce point-là, on n'est pas en train d'aller dans la bonne direction. En termes je passe assez vite là-dessus, mais en termes d'émissions, cette trajectoire que je présentais là, qui est hyper ambitieuse, hein, elle aboutit à être à peu près en ligne avec la stratégie nationale bas carbone, mais même pas tout à fait. Donc là, c'est encore un work in progress, il y a des économies à faire sur l'électricité, etc. Mais la conclusion qu'il y a, c'est que vraiment, on est un peu sur une ligne de crête, et si on n'arrive pas à se déclencher très vite sur la rénovation des logements et sur la connexion au réseau de chaleur, on risque d'avoir des problèmes pour parvenir à une trajectoire de cet ordre-là. Je parle rapidement de la décarbonation du geste constructif et de rénovation. Je rappelle d'abord qu'on est sur des ordres de grandeur en termes d'impact matière et gaz à effet de serre qui sont vraiment différents, hein. On est de 5 à 20 fois plus élevé en termes de consommation dans la construction que dans la rénovation. Je rappelle aussi que c'est lié principalement à des matériaux structurels qui consomment la majorité des émissions dans la construction. Donc, en l'occurrence, le béton et l'acier. Et voilà, et que aussi, ça dégénère une grande quantité de déchets, hein, quasiment la moitié des déchets nationaux en masse. Donc là, excuse-moi Ouais. de t'interrompre, mais cette comparaison, si tu peux revenir dessus, elle nous permet aussi d'avoir des arbitrages quand on fait la ville sur la ville, entre une démolition-reconstruction ou une rénovation globale, hein, qui sont évidemment des actes de nature très très différente, y compris qui peuvent avoir des impacts sur le programme et des contraintes programmatiques, mais on voit bien qu'on est sur des ratios, que ce soit en termes d'émissions carbone ou de consommation de matière, et on n'a pas la ligne émissions de déchets, hein, là-dessus, qui sont quelque part sans commune mesure, hein, avec des ratios de 5 à 10, là, Ouais. voire plus. Tout à fait, et surtout en termes de poids de la matière, en fait, ce qu'on voit, première chose à avoir en tête, hein, pour les gens qui ne sont pas dans le sujet du carbone, qui n'ont pas les mains plein dedans, c'est de savoir qu'en général, le poids des matériaux est en première approche proportionnel à leur poids carbone. Hein, donc les matériaux lourds, béton, acier, ici, vont peser beaucoup. L'isolation, en général, c'est plutôt léger parce qu'il y a beaucoup d'air dedans. Et donc, on voit que ça pèse pas beaucoup. Deuxième chose, c'est que oui, effectivement, donc on a des poids qui, du coup, forcément, sont sans commune mesure, puisque en rénovation, on ne vient pas toucher à ces matériaux structurels. On vient toucher un petit peu au système, beaucoup à l'isolation, etc. Mais ça reste peu. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la rénovation. Maintenant, ce que je précise par rapport à ces arbitrages, c'est que ça vaut en tendance. Après, sur un certain nombre de cas particuliers, on va quand même avoir quelques cas où la démolition-reconstruction pourra être plus profitable que la rénovation. Et de toute manière, s'imposer dans beaucoup de cas aussi par obsolescence de la structure ou obsolescence du programme, Oui, quoi. bien sûr. Alors là, bien sûr, il y a toutes ces considérations qualitatives, mais même si on regarde d'un point de vue quantitatif en ne comptant que l'indicateur carbone, dans les cas où on ne va pas réussir à sortir d'un chauffage fossile, donc typiquement nos cas de logement collectif qu'on ne peut pas arrêter d'alimenter au gaz parce que c'est trop cher ou trop compliqué, eh ben, d'un point de vue environnemental, ça peut valoir le coup de se poser la question de les démolir et de les reconstruire avec un autre mode de chauffage. Et en plus, si on pense aussi au sujet dont on parlait tout à l'heure de hiatus entre des zones attractives et des zones de stock bâti, si c'est pour générer des émissions qui sont importantes liées à la mobilité, ça vaut encore plus le coup de se poser la question. Ça, c'est des choses qui sont évidemment pas envisagées à l'échelle du bâtiment, mais à l'échelle d'un parc, à l'échelle d'un bassin de vie, donc sur lesquels auront plutôt la main des collectivités, on va dire, et qu'elles doivent prendre en compte dans leur stratégie.
d'évolution du parc. Euh, voilà. Bon, voilà, ça veut dire que, mais ça, globalement, la réglementation thermique, hein, la réglementation environnementale qui vient de rentrer en vigueur va avoir ces effets-là, en termes de baisse de l'empreinte carbone du geste constructif. Elle va amener plus de diversité dans les modes constructifs. Donc, on va voir probablement à côté du béton émerger assez rapidement des modes bois ou mixte bois-béton notamment. Au sein des constructions, on verra plus de mixité dans les matériaux, hein, le but étant un peu de mettre le bon matériau au bon endroit et de ne pas avoir des matériaux trop durables, trop lourds pour un certain nombre de fonctions. Et puis, on verra aussi une certaine diversification peut-être régionale d'un certain nombre de choses. Je pense notamment à tout ce qui est isolant. On a des ressources typiquement de paille, de chanvre, je sais pas, de balles de riz en Camargue, des choses comme ça, qui ne seront pas forcément les mêmes partout. La trajectoire, vous voyez qu'elle aboutit hein, globalement à une baisse de consommation de matière assez massive à horizon 2050, mais en fait qui est très largement liée à la baisse de la quantité de construction neuve. Quand on regarde à l'échelle d'un mètre carré bâti, en fait, on se rend compte que malgré cette introduction de matériaux biosourcés, etc., a priori, c'est quand même largement en masse les matériaux qu'on connaît aujourd'hui qui restent prépondérants. Voilà. Mes derniers points là-dessus, en tout cas, ce sujet de la décarbonation du geste constructif, il ne faut pas l'oublier puisque en termes de volume, il est à peu près comparable. Hein, il est à peu près 2 fois moindre, mais en ordre de grandeur, il est à peu près comparable avec la quantité d'émissions liées à l'usage des bâtiments qu'on retrouve ici en filaire, hein, la courbe que je vous avais montrée tout à l'heure. Voilà. Donc, je finis rapidement. Ça aboutit normalement une trajectoire de ce type-là à un parc de logement qui est beaucoup plus qualitatif et dans lequel on a à peu près éradiqué la précarité énergétique après transformation. Donc ça a des impacts sociaux vraiment bénéfiques. C'est aussi une meilleure santé parce que, si possible, on s'est préoccupé de la question de la ventilation. Donc plutôt que des effets positifs à ce niveau-là. Ça a aussi transformé l'emploi assez radicalement. Si on regarde les emplois manuels dans le bâtiment, aujourd'hui, on est à peu près moite-moite entre construction neuve et rénovation. Demain, on a beaucoup moins d'emplois dans la construction neuve en 2050 parce qu'on construit moins. On a plus d'emplois dans la rénovation et donc on a un secteur qui se réoriente à peu près à 75-25 avec quand même une perte nette d'emplois. Voilà, mais là, pour le coup, on voit aussi que cette baisse du neuf étant un peu inéluctable en quelque sorte, et plutôt souhaitable du point de vue environnemental pour un certain nombre de raisons, eh ben, il faut aussi s'intéresser à la rénovation, ne serait-ce que comme gisement d'emploi, avec un certain nombre d'emplois de transition d'emploi entre neuf et rénovation qui pourront être internes au secteur, parce qu'il y a des compétences communes, mais aussi un certain nombre de compétences qui n'existent pas, enfin, qui devront être acquises pour faire de la rénovation qualitative et donc un certain nombre de nouveaux entrants dans le secteur à former pour constituer une offre qui corresponde en fait aux besoins qu'on a de rénover le parc. Merci Rémi pour cet exposé. Je pense que voilà, c'est très clair. Et puis moi j'apprécie le fait d'aller au bout, notamment jusqu'à parler d'emploi, de parler de transition. Alors des organisations, et sans doute certaines vont y passer hein, dans cette transition et pourront pas maintenir leur activité, voire même leur suivi. Mais j'ai coutume de rappeler que les organisations, c'est pas bien grave, c'est les femmes et les hommes qui les composent qui sont importants. Et qu'on voit bien que c'est dans cette transition, il y a aussi la génération de nouvelles façons de faire, nouveaux métiers, et donc aussi d'autant d'opportunités. Alors tu nous rappelles un truc qui me semble vraiment important, hein, c'est que notre transition dans le secteur alors, du logement, mais qui est déjà une bonne représentation d'une bonne partie du marché du bâtiment, hein, c'est pas que les nouvelles normes de la construction neuve, hein, ça touche évidemment le parc existant, que c'est pas que changer les 3 millions de chaudières mazout qui traînent encore en France, hein, c'est pas qu'un changement d'énergie, c'est pas changer les fenêtres ou tartiner de polystyrène toutes les façades de France, hein, c'est de donner une deuxième vie finalement à l'essentiel du parc
avec des rénovations globales et globalement en les interrogeant aussi sur leur mode de fonctionnement et leur adéquation avec nos modes de vie d'aujourd'hui, hein, et l'ensemble de leurs changements. Donc c'est un travail de l'existant plus que du neuf, hein. En tout cas, le chantier engagé aujourd'hui, c'est ça. Un changement de point de vue aussi pour finalement considérer tous les bâtiments déjà là comme étant une forme de patrimoine, même les plus modestes, voire les plus médiocres, en tout cas tous ceux qui peuvent être transformés, tous ceux auxquels on peut donner une seconde vie. Il va falloir se coltiner de leur transformation, hein, de les réinterroger. Alors après, je voulais juste finir sur une question qui est sur la question du besoin, parce que tu as interrogé là, finalement cette question qui est un peu qui nous occupe 80% du temps, qui sont les grands débats sur combien faut-il de logements. Donc il y avait déjà une interrogation sur le besoin de logement, je veux dire, sans changement de comportement. Et en même temps, on le voit bien, dans les dernières décennies, un des impacts massifs, hein, de la faible baisse d'émissions carbone du secteur, c'est finalement l'augmentation des surfaces par habitant, hein. Et donc ça pose des questions de fond à la fois sur la question de la sobriété en surface, qui est peut-être, au-delà d'un changement d'énergie, aussi donc une forme de sobriété constructive, qui peut passer à la fois par une réduction des surfaces qu'on a chacun, mais aussi un partage de certaines de ces surfaces, qui sont peut-être pas aussi essentielles que d'autres. Et puis derrière aussi le fait que dans le parc de logement, il y a toute une partie de logements qui servent à rien ou pas grand-chose, hein. On a parlé des logements vacants, on a parlé de formes de vacances spéculatives, mais aussi de logements secondaires, hein, qui sont utilisés finalement très peu de temps dans l'année, et qui pourraient aussi être mutualisés, ou en tout cas plus servir et mieux servir. Est-ce que vous avez tracé des perspectives sur ces questions-là finalement de sobriété surfacique ou de remobilisation de l'ensemble du parc? Ouais, on y a réfléchi. Alors, un petit peu, je dois avouer que, parce que en termes de sensibilité dans nos modèles, ce n'est pas forcément le paramètre qui a le plus d'impact. Mais clairement, on ne pouvait pas couper à la question. Quand on regarde la question des surfaces, par exemple, du logement neuf, aujourd'hui, les surfaces des maisons individuelles continuent à s'accroître. Quand on construit une maison individuelle neuve cette année, a priori, il y a des chances pour qu'elle soit plus grande que celle qu'on aurait construite l'année dernière. Dans le logement collectif, c'est plutôt stable. Alors après, il faut se méfier un petit peu aussi de se dire, ah super, en fait, quand on regarde typiquement des études comme celle qu'il y a eu sur le contexte francilien de construction de logements collectifs neufs, qui était menée par l'Idéal, par exemple, et qui a été reprise par le rapport Girometti-Leclerc, ça témoigne pas forcément de logements très qualitatifs. En tout cas, pas d'une amélioration de la qualité des logements. Donc, il faut quand même se méfier là-dessus, sachant qu'en plus, voilà, il y a d'autres évolutions des modes de vie. On pense évidemment tout de suite au télétravail qui nécessite la pièce en plus, etc. Mais en tout cas, il y a des endroits où la question de la sobriété en surface, elle peut se poser. Et je pense, évidemment, forcément, à la maison individuelle neuve. Je pense que, je ne l'ai pas détaillé dans la trajectoire, mais déjà, la construction du nombre de logements chute, mais aussi pour des raisons de baisse de l'artificialisation, le nombre de maisons individuelles neuves chute et la typologie de la maison individuelle neuve, elle va changer. Elle va être plutôt la maison en bande, groupée, etc., que le pavillonnaire seul au milieu de sa parcelle. Donc là-dessus, en tout cas, c'est sûr qu'il y a des réflexions. Et après, donc ça, c'est plutôt pour la partie neuf. Et pour le travail sur l'existant, dans l'habitat individuel, il y a des tendances qui sont plutôt des signaux faibles aujourd'hui, mais qui pourraient quand même croître de manière non négligeable à horizon 2050. C'est tout ce qui est habitat, alors cohabitat, on va dire, avec une possibilité de réhabiter des typologies qui sont plus trop possibles à habiter aujourd'hui pour un seul foyer. Notamment aussi parce qu'elles viennent d'un historique où il y avait beaucoup plus de gens, hein, qui habitaient dedans. Donc, je pense à, je sais pas, des vieilles fermes, etc., qui peuvent être très vastes. Effectivement, on va pouvoir mutualiser un certain nombre d'usages et de surfaces qui peuvent aussi avoir des bénéfices intéressants en termes carbone ou en termes sociaux, parce que on va mutualiser aussi des trajets, des véhicules. On va permettre, par exemple, un maintien à domicile peut-être plus âgé ou des choses comme ça. Donc, il y a ces tendances-là. Après, ce qu'il faut, je pense, la dernière chose à voir là-dessus, c'est que tout ça, c'est très lié à des choix aussi de société.
La question étant comment on met en place ce partage, sachant qu'on peut le faire avec des logiques plus ou moins de marché. Typiquement, enfin voilà, on sait qu'il y a des constructeurs qui réfléchissent aujourd'hui à construire des pieds-à-terre en ville pour des cadres qui viendraient 2, 3 jours par semaine et le reste du temps vivraient à la campagne. On sait que voilà, il y a Airbnb qui rend qui mutualise en fait des logements, mais qui finalement les rend vacants un certain nombre du temps. Donc, où est le bon curseur dans l'équation? Tout ça, c'est assez compliqué, quoi. T'as pas de son, Sylvain. C'est des sujets sur lesquels on est particulièrement attentif et on va explorer les pistes de mobilisation de ces biens-là. Et on voit bien qu'on est en effet sur des questions qui sont finalement moins techniques. Et là où vous amenez beaucoup de choses, c'est notamment dans ces modélisations, une objectivation des faits. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais les mouvements, les changements qui sont nécessaires derrière sont en fait des vrais changements de société, des changements de parti pris, de mode d'habiter, de parcours, etc., etc. Et finalement, c'est l'autre partie, l'autre moitié qui aujourd'hui va nous manquer. C'est le récit de la ville souhaitable qui a fait le pivot dont vous démontrez très justement qu'il est nécessaire. Merci beaucoup, Rémi. On va évidemment approfondir tous ces éléments-là.